Bonjour et bienvenue sur le podcast Culture Slalom où nous irons ensemble à la rencontre des champions, des entraîneurs et de tous ceux qui ont fait l'histoire du canoë-kayak slalom français. Ce sera l'occasion de découvrir leur parcours et d'échanger avec eux sur l'entraînement et la performance. Aujourd'hui, je vous propose d'aller à la rencontre de Sébastien Combeau. Alors, Sébastien, c'est un des plus beaux palmarès du kayak slalom français, champion du monde 2007 à 20 ans, vice-champion du monde 2014. Il a aussi représenté la France aux Jeux Olympiques de Rio en 2016. Salut Seb, et merci d'avoir accepté d'être l'invité de ce premier podcast. Je te propose donc de commencer par le début. Alors raconte-nous, qu'est-ce qui t'a amené au kayak slalom ? J'ai fait du bateau au début parce que je suis passé à côté j'habitais à Lannion, petite ville en Côte d'Armor, passé près du stade d'eau vive, donner envie de découvrir ce sport et du coup j'ai essayé pendant les vacances, ça m'a plu et puis j'ai enchaîné, j'avais 9 ans à peu près et puis assez vite j'ai progressé, des résultats, donc ça a accroché, il y avait un groupe sympa, des encadrants motivés, forte dynamique bretonne. Donc assez vite j'ai accroché et j'ai accroché à la compète. Donc voilà, Benjamin, minime, je faisais les petites compètes locales avec de la réussite et puis ensuite cadet, s'en est suivi. J'avais la chance d'avoir dans mon club des athlètes performants qui tiraient vers le haut, des athlètes très performants qui faisaient les JO en canoë biplace, en kayak dame. Donc voilà, et puis des en kayak-homme des athlètes de très bon niveau français. Donc une vraie dynamique qui est devenue d'entraînement. Et puis aussi un soutien, une dynamique régionale forte. Je pense que c'est un tout qui ont fait que j'ai pu progresser parce que ma famille ne vient pas du tout du milieu du canoë-kayak et moyennement sportive même, donc c'est vraiment pas c'est pas ma famille qui m'a amené à faire du sport, ils m'ont accompagné mais c'est pas eux qui m'ont donné envie de faire du sport, c'est venu par le milieu fédéral et l'accompagnement qu'il y a pu avoir à tous ces niveaux. Donc voilà, cadet, ensuite donc cadet resté à Lannion, junior aussi au sein d'une structure qui s'appelait un CLÉ, centre labellisé l'entraînement, donc avec des entraînements bi-quotidiens et puis voilà, une fois le bac en poche, c'était un vrai choix de rester à la maison dans le cocon familial avant de partir là où il y avait les autres champions de mon âge plutôt dans le sud de la France. J'ai décidé de rester voilà toutes les années de bac, première, terminale, chez moi à Lannion. Effectivement. Donc tu es revenu à Lannion après le CLÉ était à Lannion. Le CLÉ était à Lannion. Donc en fait j'ai fait le choix après à la seconde première terminale de rester à Lannion, là où ma collègue par exemple Elisa Venet qui avait le même âge que moi est venue à Pau s'entraîner au Pôle Espoir de Pau. Moi j'ai préféré rester à Lannion, cocon familial, facilité. C'est une ville qui permettait de vraiment bien s'entraîner. Puis après on était vraiment mobile, tous les week-ends il y avait un déplacement, les stages se faisaient souvent un peu partout en France, donc voilà, une vraie dynamique cocon familial et puis ensuite stage quoi, voilà, dans un milieu fédéral. Donc ça a été très vite tourné vers l'entraînement et la compétition. Ouais, il y a eu une accroche loisir, jeu tout petit et qui assez vite s'est tourné vers la compète parce que j'aimais ça et je pense que c'est un élément marquant des athlètes, c'est que souvent on voit ceux qui sont compétiteurs ou non. C'est pas que c'est mieux d'être compétiteur ou moins bien, mais que disons que si on s'oriente vers la compète, c'est vrai que l'esprit de compétition est important à avoir. Et ça se décèle en fait assez jeune, je trouve. Voilà, t'as ceux qui vraiment ont ça en eux, quoi. Voilà. Donc moi c'était mon cas. T'as fait d'autres sports où t'as senti un peu aussi cet esprit de compétition, ou c'était le kayak et puis tout de suite la compète au kayak? Non, c'est venu, je pense quand même assez progressivement. Je faisais d'autres sports auparavant, un peu du multisport en fait. Tous les mois on changeait comme ça. Je fais ça à l'âge de 7 ans, 8 ans et puis ces années-là, c'est là que j'ai découvert le canoë et puis je me suis orienté exclusivement vers là. Et je faisais pas de pratique sportive en club autre. Je pratiquais d'autres activités sportives
pour avec les cousins, en famille, voilà, faire un peu de vélo, du foot, choses comme ça, mais par contre pas au sein d'un club. Voilà. Et la fameuse dynamique d'entraînement dont tu parlais là sur Lannion, c'était un groupe d'entraînement d'athlètes qui étaient de ta génération, de ton niveau, etc. Ou c'était aussi les seniors dont tu parlais, qui étaient performants, qui allaient aux Jeux Olympiques? Non, Surtout des biplaces, c'est ça, hein? Très vertical, oui, des biplaces, mais très vertical. En fait, c'est la verticalité d'un club, quoi. Il y a effectivement des copains qui ont plus ou moins les mêmes âges que toi, mais t'as aussi des plus grands, des bien plus grands, qui sont adultes, qui ont des enfants, et puis des plus petits. Et au sein du club, il y avait quand même une mixité. Alors moi, j'ai peut-être plus que les autres profité de cette mixité parce que j'avais un bon niveau. Donc du coup, on accueille le jeune qui va bien, quoi. Mais effectivement, j'ai bénéficié de la verticalité, vraiment. Et aussi bien au niveau du club. Mais après, il y avait une vraie démarche régionale, peut-être même aussi à un moment donné, mais un petit peu après nationale aussi. Et au niveau régional, j'ai bénéficié souvent de stages qu'on appelait d'ailleurs des stages verticaux, avec alors moi j'étais cadet, junior, et puis il y avait du senior, voilà, qui jouait le top 5 français, voilà, qui était là, voilà. Et puis on avait la chance aussi de recevoir à Lannion souvent des courses nationales de premier niveau, des courses nationales 1, donc du coup c'est vrai qu'on avait aussi l'opportunité de voir des champions. Il y avait les Eurolympiques, donc voilà, on voyait, je me souviens voir Chetin qui venait, qui venait une semaine pour s'entraîner sur le site, voilà, aux Eurolympiques on avait tous les champions français et internationaux, donc ça fait aussi rêver, ça fait partie du jeu, quoi. Voilà. Donc ça c'est un peu la première étape. Pour moi, il y a un peu 3 étapes dans ma carrière en tout cas, et je pense de manière générale dans une carrière longue. T'as la première étape jusqu'au bac, où t'es plutôt dans un format club, cocon. Ensuite, tu passes dans une deuxième étape qui est plutôt la vie d'étudiante partagée avec l'entraînement qui est très prenant, où on est un peu plus libre. Enfin, pour moi, c'est une deuxième phase de vie. Et ensuite, on a une troisième phase de vie qui est là où on commence à rentrer un petit peu dans pas forcément dans la vie active, parce qu'il y en a qui vivent du canoë-kayak, mais où on commence à avoir des enfants ou pas, et cette gestion de j'ai des enfants, j'achète une maison, je commence à construire parce que j'ai 28, 29, 30 ans, et bah il faut bien mettre le pied à l'étrier à un moment donné, et si je veux continuer à faire du bateau, et ben il faut s'organiser. Et si je veux continuer à faire du bateau à 32, 33 ans, 34 ans, 35 ans, en plus sur des échéances ultra importantes comme des JO ou quoi, et ben il faut avoir un confort, une organisation de vie qui soit vraiment rodée, et du coup c'est important de bien la gérer aussi, et c'est pour moi une troisième phase. Voilà. Et alors ce projet de vie dont tu parles avec ces 3 phases, est-ce que c'est quelque chose que tu as identifié très jeune et tu as cherché à construire par étapes, ou c'est après coup tu te rends compte qu'il y a eu ces étapes Non, c'est après coup que je me rends compte avec du recul en fait, que je me rends compte qu'il y a ces différentes étapes, et que en fait plus ça va et plus on devient moteur. La première étape, on se laisse porter, on est enfant, on se laisse porter dans un club. La deuxième phase, on devient un peu plus autonome, mais on est quand même porté par un staff qui est censé amener à l'autonomie. Et la dernière phase, on est carrément moteur complètement, et on vient chercher sur certains points les points nécessaires qui manquant, ou voilà, tout en étant accompagné, mais voilà, il y a une inversion, une progressivité. Ouais. Et alors c'était quoi le rôle de l'accompagnement dans tout ça? Est-ce que tu avais un coach qui t'a suivi très longtemps? Est-ce qu'il y a eu de la préparation mentale, un accompagnement de projet? Alors en fait, les entraîneurs, j'en ai eu une multitude. Donc au début, jeune, j'ai eu d'abord les entraîneurs de club. Alors il y en a eu là aussi plusieurs, hein, mais plus qui étaient initiateurs, d'autres performances, d'autres carrément dans du suivi de performance, jusqu'à junior, plutôt club, clé. Et ensuite, et même à cette époque-là, en junior, il y a eu aussi les entraîneurs nationaux. Et même parfois, j'ai eu l'opportunité, et ça je m'en souviens très bien, c'était une chance d'avoir fait un stage vertical avec des champions. Stage vertical, alors déjà il y a les stages de Toussaint où je me souviens très bien avoir eu ce genre d'échange avec en groupe avec Benoît Péchier qui rentrait des Jeux de 2004, une super conférence où il avait abordé plein de sujets très enrichissants pour des gamins
plus ou moins jeunes parce qu'on devait être cadet ou il y avoir des minimes, il y avait des juniors, enfin tout le monde s'en souvient très bien encore aujourd'hui. Et par la suite, j'ai aussi fait des stages verticaux à Saint-Pé-de-Bigorre, celui-là, avec Fabien Lefebvre, Julien Billot, voilà, moi j'étais cadet. Et c'était très 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 enrichissant. Et là, il y avait d'autres coachs qui me connaissaient pas, que je connaissais pas, et donc du coup, fallait aussi travailler avec ces entraîneurs d'une semaine, quoi. Voilà. Et ensuite, après j'ai eu une multitude d'entraîneurs quand je suis venu à Toulouse étant étudiant en 2005 jusqu'en 2010, donc pendant 5 ans. Et là, je me suis entraîné avec 3 entraîneurs différents, voilà, 3 entraîneurs différents, dont un avec qui j'ai eu mon premier titre de champion du monde et qui est resté ensuite un entraîneur tout au long de ma carrière finalement, Vincent Redon. Et donc voilà. Mais en fait, ce qui était intéressant à Toulouse, c'était qu'on avait un entraîneur affilié qui pouvait changer tous les ans. Et des entraîneurs, d'autres entraîneurs avec qui tu t'es changé librement et avec qui tu t'entraînais, qui te faisaient des séances d'ailleurs de manière assez variée, quoi. Voilà. Et il avait quel rôle dans la construction globale de ton projet, cet entraîneur? Des autres entraîneurs? Non, globalement, Vincent, puisque l'entraîneur attitré, tu veux dire? Ouais. Est-ce qu'il était est-ce que vous aviez des longues discussions justement sur les choix de vie, les choix de lieux d'entraînement, etc., ou ça restait très cloisonné? Non, c'était c'était un entraîneur qui faisait un peu le suivi suivi le lien aussi un peu avec l'école, qui suivait un petit peu comment ça se passait, parce que faut bien imaginer qu'on arrive première année d'université, il y a plein de choses à gérer, donc faut tout coordonner. Moi la première année, l'entraîneur, effectivement, l'entraîneur de Pôle, c'était Sylvain Curigné, c'était Lionel Raduro, puis ensuite Vincent Redon. Et donc, il voyait toutes les facettes de la vie de l'athlète, aussi bien, le travail scolaire, le projet scolaire, pour ce qu'il vaut à ce moment-là, et puis l'entraînement, toutes les facettes de l'entraînement, et la position vis-à-vis des autres athlètes, etc. Donc c'était c'était vraiment un entraîneur attitré, avec qui on échangeait, qui pendant l'entraînement pouvait être un autre de temps en temps, mais en tout cas qui suivait vraiment la vie de l'athlète, quoi. Voilà. Et ça pouvait changer tous les ans. Okay. Donc ça demandait aussi à l'athlète d'être flexible, quoi. Et moi j'en garde un bon souvenir, hein. Ces 3 personnes à Toulouse, je crois que la première année c'était Sylvain, après ça a été Lionel, et puis en fait vu que les piges m'ont sélectionné en équipe senior, j'ai ensuite basculé en cours d'année avec Vincent. Et ensuite je suis resté avec Vincent. Après le titre de champion du monde en 2007, ça a été un petit peu le changement de vie quand même. Et donc du coup, tu parcours un peu le monde. En plus, c'était juste avant les JO de 2008, donc Vincent était entraîneur national, donc on a poursuivi ensemble, ça se passait très bien. Et là, c'était un autre format ensuite, quoi. Voilà. Est-ce que c'est à partir de ton titre en 2007 que tu bascules dans la deuxième étape, étudiant, ou c'est avant ça déjà? C'est avant, c'est dès que tu arrives à Toulouse, en fait. Pour moi, c'est vraiment. Tu y arrives en quelle année? En 2005, c'est septembre 2005. En fait, pour moi, c'est le passage en senior, en fait, qui bascule, qui est souvent lié à un changement de rythme de vie, de lieu d'hébergement. Enfin, souvent tu changes, tu changes d'environnement, quoi. Alors ça arrive, c'est vrai que t'as certains athlètes qui partent en espoir déjà, ils sont en internat, ils bougent, etc. Mais il y a quand même un changement de vie entre je suis en pôle espoir, même à l'autre bout de la France, et donc j'ai des entraîneurs, des gens qui me suivent, etc. Et puis ensuite, je suis en pôle France, et puis là j'ai mon chez moi à moi, ou en coloc ou quoi, et j'arrive en senior. Là, tu rentres quand même chez les grands. Et tu dois gérer un peu ta vie, t'as des choses à gérer dans ta vie à côté aussi, tu rentres à l'université, t'as une sécu étudiant, enfin t'as des choses de la vie quotidienne, t'achètes une voiture, pas une voiture, t'as des problèmes là, l'assurance, t'as pris un carton, enfin des choses de la vie qui sont quand même plus prenantes qu'avant, quoi. Et donc pour moi c'est un peu des changements. Et d'ailleurs moi la première année à Toulouse était assez difficile, hein, parce que j'ai pris 9 mois de
de tendinite de coude. Donc une première année vraiment hard. Je n'ai pas fait tant que ça de bateau en fait. Donc j'en garde un souvenir. Je garde un souvenir. Et ben voilà, tu changes de vie, tu changes de truc et ton corps te le dit quoi. Voilà. Donc du coup c'était un changement. Après ça s'est remis en ordre et puis l'année d'après je me suis excellé en senior et donc voilà. Tu l'as beaucoup préparé ce changement en amont ou... Ce changement de ville de non, vie. enfin d'un point de vue logistique oui, mais du reste parti non. à l'aventure. Du reste tu pars à l'aventure. Alors après tu pars avec des gens que tu connais parce que tu as fait plein de stages avec eux, c'est dans le milieu du kayak. J'étais en coloc avec des kayakistes. Les entraîneurs, tu les côtoies un petit peu sur certains stages avant, donc t'es pas complètement perdu, mais le rythme de vie change complètement. Et ça, non, je l'avais pas abordé. Je l'avais pas abordé, si ce n'est que d'un point de vue logistique, quoi. Non, l'arrivée à l'université, je sais pas s'il y a vraiment une manière de la préparer, voilà. Et puis, bon, le fait d'être loin des parents, de la famille, parce que du coup, je suis poussé jusqu'à mes 18 ans, le bac, et effectivement, donc là, même si tes parents te donnent un petit peu d'autonomie, t'es quand même dans un cocon, quoi. Et là, t'arrives, voilà, tu dois tout gérer, quoi. Donc et puis quand t'as un pépin, tu passes pas un coup de fil à maman pour qu'elle le fasse à ta place, quoi. Tu passes un coup de fil et tu demandes comment il faut faire et puis tu te débrouilles, quoi. Donc c'est quand même pas pareil. Et c'est pour ça, je pense que j'ai eu un peu de mal au début et que ça s'en s'est ressenti sur le physique, quoi. Hein. Après, par contre, l'insertion dans le groupe et tout ça, tout très bien. Des bons copains, il y avait un bon groupe d'entraînement, une très bonne ambiance, des bringues, des bringues vraiment sympas avec le reste du pôle en septembre-octobre. Puis après, ça s'est estompé. 2 mois d'intégration. Les 2 mois d'intégration ont été bien faits et en fait ça met dans le bain et même si derrière on n'a plus trop fait de soirée, au moins les présentations étaient faites et puis l'entraînement était studieux et ça a soudé le groupe, ouais, c'était très sympa. Alors pour revenir un peu en arrière avant d'arriver parce que ça s'enchaîne très vite hein, quand tu arrives à Toulouse 2 ans après t'es champion du monde. Donc pour revenir un peu en arrière, quand tu as commencé donc à Lannion, c'est un club très orienté slalom. Est-ce que vous avez fait beaucoup d'autres disciplines? Vous êtes mis les fesses dans un course en ligne, fait de la descente, etc. Est-ce que c'était pas avec le programme régional? Oui, la formation qu'on a eue au club de Lannion, mais comme ça se faisait dans les clubs à côté, environnants, on était un peu dans le milieu des très jeunes, on faisait de la descente, un petit peu de bateau de mer, enfin beaucoup de descente, de slalom, un petit peu de course en ligne aussi. Alors moi je sais pas pourquoi j'ai pas fait les régates de l'espoir en course en ligne, tout ça, je suis pas passé par cette étape-là. Mais par contre, je faisais, voilà, je me souviens très bien qu'il y avait les courses Yewank et donc c'était des petits championnats régionaux, championnats de Bretagne pour les minimes et qui se faisaient sur l'ensemble des 3 disciplines, donc slalom, descente, course en ligne. Et donc du coup, l'entraînement on faisait toujours ça. Et puis après, cadet, junior, plutôt fait de la descente et du slalom. Et il y avait quand même une très grosse composante descente dans l'entraînement. On a la chance à Lannion d'avoir un estuaire. Donc on partait du club et puis on allait jusqu'à la mer et puis on revenait, ça faisait 1h30 et puis ça je pense qu'on devait le faire 1 fois par semaine quoi. C'est pas plus à des périodes. Donc c'était non, ça faisait partie du jeu, on était bien gaillard hein, à l'époque vu que le stade d'eau vive on l'avait pas tout le temps en fait, un mécanisme un peu spécial à Lannion et donc il y a des semaines où on n'a pas du tout de stade d'eau vive donc du coup il faut aussi faire un entraînement physio et c'était du coup ce qu'on faisait donc c'était bien. J'ai fait aussi du vélo, de la course à pied, de la muscu. On avait la chance d'aller surfer en mer aussi en kayak souvent. C'était sympa. À Saint-Michel. À Saint-Michel-en-Grève, ouais. Donc c'était voilà, ouais. Ça tournait autour de ça l'entraînement. Et puis j'en garde un bon souvenir, plaisir. Et puis après on se déplaçait sinon. On se déplaçait souvent. Et en termes de résultats, alors quand t'es jeune en Yawank, que t'arrives dans tes premières compétitions slalom en cadet, tu te situes comment par rapport à ta génération? J'étais bien.
KD1, j'étais pas mal. Alors je me suis loupé les championnats de France en KD1. C'était à Foix. Je loupe le stop 10. Je descends plus bas. Donc C'est resté, ouais. 20 ans après. Laura, ma femme, elle faisait l'ouverture et elle a loupé aussi le stop 10. Voilà, donc du coup ça balance les dossiers 20 ans après. Donc du coup voilà, donc c'est voilà, je suis loin au classement, mais par contre j'étais dans les meilleurs cadets, au général au fil de l'année. En fait j'étais en National 2, en cadet 1, donc j'ai bien marché tout de suite quoi. Après bon c'est difficile de s'en rendre compte aujourd'hui et le format change, mais voilà j'avais bien pris le pied à l'étrier tout de suite. Et puis en cadet 2 j'étais en N1 je crois. Et puis voilà quoi. KD2, je suis champion de France. Junior 1, je me fais une épaule en stage équipe de France à Épinal. Et c'est à Goumois que je me fais une épaule. Donc là, ça se fait en avril, je pense. Et oui, l'avril, le 12 ou 13 avril, un truc comme ça. Donc après les sélections équipe de France junior? Non, avant. Aïe. Avant, 2 mois avant, je pense. En fait, il y avait des stages équipe de France. À cette époque-là, ils sélectionnaient un collectif. On était 6-7 kayakом et on faisait un stage. Donc c'était sur une N1. Après la N1, on faisait un stage d'une semaine. Donc tout le monde était un peu dans le dur, quoi. Il y a eu pas mal de casses sur ce stage-là. Et voilà, moi je me fais une épaule après 2 heures de séance en faisant du freestyle dans un rouleau. Donc c'est comme ça. Donc ça m'écarte pour l'année quoi. Donc voilà, je reprends le bateau milieu d'été, vraiment tout doucement. Donc pas d'opération. Enfin, je me suis fait remettre l'épaule sous anesthésie générale et puis ensuite j'ai pas eu à passer par une opération pour mettre une butée et j'ai toujours fait du renforcement par la suite quoi. Ouais. Donc derrière par contre à partir de septembre il a fallu se remettre en selle et puis une année de junior 2 qui se déroule bien avec je dois faire champion de France et puis troisième au championnat d'Europe junior en indiv et premier par équipe quoi, comme ça. Donc une belle année quoi, une belle année où je travaillais à Lannion toujours aux clés et ça se passait très bien. Donc t'as été plutôt très performant très jeune en slalom. Ouais. C'était quoi tes grosses qualités à l'époque? Parce que si tu dis que tu as commencé à 9 ans, tu n'es pas une famille forcément, en 3-4 ans, t'as direct compris le slalom, quoi. Ouais, en fait, j'avais un bon toucher d'eau, je crois que c'est ce qui me démarquait, j'avais un bon toucher d'eau, une bonne lecture, et puis ensuite, physiquement, j'avais de bonnes capacités, donc ça l'a fait, l'entraînement a permis de bien le développer, je m'y filais aussi, donc ça marchait bien, et voilà. Et alors tout de suite quand t'as les résultats, ça te donne envie de continuer. Donc voilà. Globalement, je pense que j'ai eu un début de carrière assez facile qui te permet de donner envie, de progresser, de vraiment rentrer dans ce moule là quoi. Voilà. Mais encore une fois, c'est grâce à tout ce qu'il y a autour, mais on s'en rend compte qu'après, mais c'est grâce à tout ce qu'il y a autour que tu me dis, en fait, c'est facile, quoi. Donc tu arrives en junior 2, troisième au championnat d'Europe, t'es champion de France junior, tu passes ton bac cette année-là. Pourquoi Toulouse derrière? C'était l'endroit où il y avait tout le monde, tous les champions et tous les entraîneurs de renom. Donc c'était le choix était vite fait. En fait, il y avait surtout Boris Neveu et Samuel Hernandez qui étaient mes deux acolytes, les deux adversaires du moment, et ils allaient là-bas et puis il y avait d'autres champions et puis c'était le passage où les autres champions étaient passés par le passé, il y avait des bons entraîneurs reconnus et tout. Voilà, il y avait plusieurs pôles, mais disons que voilà, au-delà de ça, il y a plein de rivières dans le sud. À cette époque-là, il n'y avait pas le stade d'eau vive de Pau. On parlait de juste les rivières comme Foix où on a passé beaucoup de temps, rivière de Saint-Pé-de-Bigorre, voilà. Et puis la culture d'entraînement sur le pôle France de Toulouse qui était vraiment bien de renom quoi. Donc il fallait venir là, quoi. Ouais. D'accord. Donc tout de suite un bon groupe à Toulouse qui match.
Tu faisais quoi comme étude? Je faisais un DUT mesure physique que j'ai aménagé. Il y avait des bonnes choses pour aménager ça à l'université Paul Sabatier. Donc 4 ans de mesure physique. Et c'était étalé sur 3 ans. Et l'année 2007-2008, elle était quand même un petit peu calme, on va dire, d'un point de vue études. Donc du coup, on a remis une année de plus pour faire 4 ans. Voilà, des gens très conciliants, une année un projet très intéressant, super fac. Et voilà, derrière j'ai fait une 3e année alors je sais plus comment ça s'appelait, mais bon voilà, dans la foulée de mesures physiques, mais plutôt sur les énergies renouvelables. Et là pour le coup ça m'a beaucoup moins plu. Et en fait c'est un moment où j'étais en transition. En réflexion sur ce que je voulais plus faire après, et il y avait eu le titre de champion du monde, de nouvelles sphères qui s'étaient ouvertes aussi à moi, et donc j'ai eu envie de me tourner vers l'événementiel sportif. Du coup il y a eu quand même un gros bilan, parce que j'ai fait plusieurs, je sais plus comment on appelle ça, mais j'ai travaillé avec la fac sur vraiment ce que je voulais faire, le rythme de vie que je voulais avoir, ce que j'aimais dans mon travail, etc. Un bilan de compétences, je crois qu'on appelle ça. Et voilà, et ça matchait avec avec ce que l'événementiel et tout ça. Donc du coup, j'ai fait une année de STAPS transhistoire, enfin une 3e année de STAPS, et derrière j'ai rebondi sur une école à Toulouse. Voilà, qui est un l'IAE IMOS de Toulouse, et qui m'a permis donc de me former là-dedans. Pour aller vite, après j'ai fait une année de césure, un stage de 11 mois là comme Naglo de Pau, service direction, plus ou moins direction des sports, et à la suite de quoi ils m'ont recruté en fait. Et j'ai fini ma dernière année en cours du soir, quoi. Voilà. Donc alors que je travaillais. Donc voilà, pour finir les études, et puis ensuite à l'issue puis depuis je suis toujours là comme Naglo. Donc il y a eu une réorientation professionnelle en 2009, c'est ça à peu près? 2000 ouais, par là, ouais, 2009. Dans ces eaux-là, ouais. mais quand t'arrives à Toulouse, t'es bien tout de suite dans ta fac, t'es bien dans ton groupe d'entraînement, des bons entraîneurs, bonne dynamique. Ouais. T'es sur des rails vers 2007 en fait. Ouais, on s'en rend pas compte, on a un bon groupe. Je pense que c'est bien d'avoir un bon groupe solide. Il y avait beaucoup de confrontations saines, mais beaucoup de confrontations avec les collègues. Il y avait un bon groupe de kayakistes, on devait être bien 7 ou 8 kayakom. Donc et plus ou moins de la même génération, avec des plus âgés quand même et des plus jeunes, mais ouais, il y avait gros groupes. Je me souviens pas tant que ça de canoë. Je pense que Toulouse c'était vraiment kayak. Mais donc du coup ouais, c'était voilà, et puis vu que c'était le même âge, les gens se connaissaient, voilà, il y avait vraiment bonne ambiance, tout le monde s'entraînait bien, beaucoup étaient en coloc ensemble, donc c'est vrai que c'était une bonne dynamique, et ça se la donnait, ça charriait, voilà. Après bon, au fur et à mesure, il y en a qui tombent, qui arrêtent, qui se font mal, puis il y a le jeu des sélections aussi qui fait que voilà, certains s'épuisent, donc bon voilà, et puis au final ça t'en as un petit peu de moins en moins, mais au début on était un gros groupe. 2005 quand on arrive, on a un gros groupe, et très grosse dynamique, ouais, vraiment belle, ouais. Et alors là, donc c'était une concurrence qui était plutôt très saine. Est-ce que c'était un peu chapeauté par les entraîneurs là, cette mise en concurrence? Ah oui, complètement. Ouais, non, c'était calculé. On était sur des périodes où les entraînements étaient dictés par les entraîneurs, ça avait du sens, hein, mais c'était dicté par les entraîneurs, et avec des entraînements communs, tout le temps communs. Catégoriel? On était beaucoup de kayakom, donc ouais, c'était quand même relativement catégoriel. Il y avait peut-être quelques kayak dames, mais ouais, c'était très catégoriel. Et dans mon souvenir en tout cas. Et après, je pense que ouais, il y avait assez peu de navigation tout seul avec un entraîneur.
Ça arrivait parce qu'il y a question d'agenda, etc., qu'il y ait des petites séances techniques qui se fassent à 2, 3. Il y en avait même, je pense, hein. Il y en avait même pas mal. Mais je me souviens surtout des séances à 8, 9 chrono sur 5 portes, en décalé, travail des MSP, pouf, chrono. Des trucs super ludiques. En fait, ces entraînements étaient toujours ludiques. Et ça, je pense que c'est un paramètre qu'il faut garder en fil conducteur. On dit souvent, il faut se faire plaisir et tout. Oui, il faut se faire plaisir. Ouais. Mais c'est vrai qu'il faut se faire plaisir. Mais après, il faut trouver à l'entraînement les trucs ludiques, quoi, qui font que c'est rigolo, quoi. Parce que tu sais quand t'es au plus haut niveau, après, un peu plus tard, tu sais pas, tu fais quasiment tout faire. Il faut amener un petit peu de punch, quoi. Faut s'éclater, quoi. Faut mixer entre je m'éclate et puis bétonner parce que là il y a chrono, mais aussi mixer. Et s'amuser. Aujourd'hui, ça m'arrive toujours de naviguer sur le stade d'eau vive et tout ça. Et je m'amuse à surfer. Il y a des vagues au stade d'eau vive, je surfe. Je passe 5 minutes à surfer une vague. Je crois que je l'ai jamais fait en 10 ans. Tu le faisais pas alors? Je le faisais quasiment pas. Hein. Et je me dis, punaise, c'est quand même dommage. C'est quand même dommage parce que... Alors je le faisais ailleurs, je le faisais pas en stade d'eau vive. En fait, les stades d'eau vive, c'est très connoté compète et tout ça, mais en fait il y a des vagues à surfer, il y a des petits trucs à faire, et je suis sûr qu'en plus ça te sert après, mais surtout que tu es sur le... Parce que je comprends que aller prendre un bateau plastique, aller faire de la rivière quand on fait du slalom, qu'on est en mode compète, c'est loin de l'activité et tout ça. Mais par contre avec son bateau de slalom, faire des trucs un petit peu plus funky, enfin un petit peu différents, déjà il faut bien se dire qu'on navigue quasiment toute l'année et plusieurs fois par jour, et il faut trouver de la diversité, quoi. Alors avant on faisait de la diversité parce qu'on faisait du slalom, de la course en ligne, de la descente, du vélo, des trucs. On a tendance quand même à se recroqueviller sur quand on monte sur le stade d'eau vive dans son bateau de compète, à faire des trucs. Ça vaut le coup de changer, ne serait-ce que pour passer des heures à faire autre chose. On aura assez hein, pour juste pour découvrir d'autres trucs, se régaler. Canoë, je sais pas si c'est aussi jouable, mais en kayak c'est plus simple. Le calage, c'est simple. Mais en tout cas, si je fais un parallèle avec le VTT que je fais beaucoup maintenant, les champions, ils font de la DH, de l'enduro, de la route, du gravel, du cyclocross et du XC qui sont leurs spécialités. Et les mecs, ils font ça toute l'année. Parce que ils vont faire des trucs. Certains font même du trial. Donc c'est qu'il y a des trucs à aller chercher partout. Et bon, voilà, c'est intéressant, quoi. Enfin, en tout cas, ça, en vélo, ils le font vachement, quoi. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que tu faisais déjà, t'es allé chercher, on te l'a emmené, ou c'est maintenant, avec la maturité, tu dis j'aurais aimé en faire encore plus Non, j'étais bien conscient que la rivière, etc., ça pouvait apporter des choses. Enfin, j'ai toujours eu conscience qu'il fallait garder quand même plaisir. Et trouver des choses qui te faisaient plaisir, déconnecter, etc. J'ai toujours fait Je pense que je suis pas un foudre d'entraînement à en faire énormément. Et à diversifier pas mal. Faire du ski, faire de la course à pied, un peu de montagne, du vélo, ça j'en faisais déjà, muscu, mais j'aime pas trop, de l'escalade, du coup je faisais. Tu vois, il y a diversifier, je faisais du canoë aussi pour diversifier les séances sur l'eau, pour pas que ça soit que la même embarcation. C'est pour ça que j'ai fait du canoë. Pour aller trouver des appuis, des trucs, de l'équilibre. Enfin, c'est clairement pour ça. Du déséquilibre. Ou du déséquilibre. Je faisais un peu de descente aussi pour aller chercher mes pauses. Je trouve que ça s'y prête pas de temps, mais bon, voilà, il y a des, voilà, je faisais d'autres embarcations et je trouve que c'est important. Après, j'avais pas le recul que j'ai aujourd'hui sur Skisfire. Hein, par contre. Et est-ce que tu étais quelqu'un qui était plutôt beaucoup dans la recherche de l'avancée sur les bateaux, les innovations techniques, dans l'observation de ce que faisait la concurrence? Est-ce que tu as vécu par exemple le changement des bateaux longs vers les bateaux courts, un peu comme l'avait vécu Benoît, je crois, comme quelque chose qui était très stressant, quoi? Non, en fait, moi, je suis arrivé après ça. Finalement, j'ai toujours pris, souvent pris les formes, que ce soit des bateaux, des pagaies, gilets, éprouvés, quoi.
toujours parti du principe, et je me souviens d'ailleurs, Sylvain Curigny m'avait dit ça une fois dans un camion, en retournant de Foix, je crois, tu sais, tant que t'es pas à 2 secondes du meilleur, ben, tu prends le matos du meilleur, quoi. Puis après, quand tu commences à le tacler, hop, tu commences à réfléchir. Donc du coup, c'est vrai que j'ai tout. Et puis en fait, ça colle bien à ce que j'ai toujours fait, c'est-à-dire que ouais, je prenais un truc qui me semblait bien, un bateau dans lequel je me sentais bien, parce que j'étais plutôt quelqu'un qui avait besoin de se sentir très bien dans le bateau, donc travailler sur la forme, etc. Mais sur de la recoupe, de la légèreté de pale ou changer le manche, des choses comme ça. Mais pas me faire mal à la tête sur des nouveaux bateaux, même si j'ai déjà essayé. J'ai déjà essayé de faire des bateaux dans les années 2009. J'ai fait des évolutions de bateaux avec des constructeurs. Le Kesey avec ouais, alors il y a peut-être le Kesey, il y a eu l'hélium. Le tout premier, ça va être l'hélium en fait, inspiré du bateau que j'avais aux Mondiaux. On avait modifié 2-3 choses. Et puis en fait, voilà, j'ai bien vu que c'était énergivore, que c'était quand même lourd à porter, que j'étais pas spécialement fait pour ce genre de choses. Et du coup, je crois que au bout d'un an, en 2010, je repartais sur un Vajda, quoi. Donc voilà, le matos super rapide du moment, le capsule, et puis voilà, même si c'était pas forcément un bateau que j'ai vraiment beaucoup apprécié au final, ça a été un passage quoi. Parce que faut quand même le porter de concevoir une pagaie, un bateau. Faut vraiment savoir ce qu'on veut aller chercher, parce qu'il faut savoir que ça prend vraiment du temps, quel que soit le constructeur, avec ses avantages et ses inconvénients. Ça prend du temps et ça questionne, et dès que on n'arrive pas à quelque chose ensuite, on a tendance à vite se retourner vers ce nouveau truc. Et puis dès qu'on va essayer le bateau le plus rapide du moment, eh ben on va se dire ah mais en fait il est bien, et puis on plonge dessus. Donc c'est assez classique quand même comme situation. Il y a ceux qui le portent bien, mais il y en a quand même pas beaucoup dans le monde qui sont là-dessus. Et puis même les meilleurs, je pense à un Tony Estanguet par exemple, et ben en 2008, 2 jours avant les JO, et ben il savait pas lequel de ces 2 bateaux il allait prendre, qu'il avait conçu, qui était légèrement différent, il savait pas. Ça lui est arrivé aussi d'être dans le doute. Et lui, il concevait tout le temps des bateaux pour un bassin. Moi, j'ai jamais été là-dessus. Pour moi, il valait mieux avoir un bateau qui aille vite, celui dans lequel tu te sens le mieux, il y en a quand même suffisamment. Travailler sur les découpes avec le constructeur, pour les bateaux, les pagaies, c'est un peu plus simple. Et puis passer des heures de ans, voilà, et puis il y a déjà pas mal de travail là-dessus. Hein. Est-ce que c'était un peu de se dire le slalom c'est déjà tellement compliqué, il y a tellement de facteurs de performance que faut pas en plus se rajouter de la difficulté avec le matériel? Ouais, voilà, je pense que c'est exactement ça. Et ça demande vraiment de l'énergie, quoi, de concevoir des choses, de tester, d'aller au bout du test, parce qu'il y a tellement de paramètres à gérer que pour vraiment vérifier la petite bulle que t'as mis en plus, elle a vraiment un impact par rapport à la densité, à la rigidité du matériau qui peut changer aussi. Bon voilà, enfin il y a la couleur du bateau qui peut jouer aussi. Enfin il y a vraiment plein de paramètres. On n'est pas sur un bateau de course en ligne où il y a un petit peu moins de paramètres à gérer par exemple. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose qui est indispensable. Il faut qu'il y ait des athlètes qui le fassent ce travail, mais je pense qu'il faut bien se le sentir. Moi c'était pas trop mon dada, même si j'en ai fait l'essai. D'accord. Et ce qui est particulier, parce que souvent, le fameux message de Sylvain Curigné, qui dit tant que t'as pas le meilleur bateau, mais le jour où t'es le meilleur, le jour où t'es le meilleur, et ben il y a le constructeur qui vient te voir et qui vient dire quelles évolutions on peut faire. Ça arrive ce jour-là en fait. Et puis bah là, voilà, faut avoir un petit peu son idée en tête, savoir si tu veux vraiment y aller ou porter le truc, ou si faire fond de cours un peu quoi. Voilà. On va revenir à la suite de ton déménagement à Toulouse. Donc 2005, c'est ça, tu déménages? Septembre, ouais, 2005. Beaucoup de blessures? Ouais, 2 tendinites au coude, aux 2 coudes. Donc du coup bah, des périodes d'entraînement hachées quoi.
je renavigue, ça passe pas. J'ai à peu près tout essayé en termes de médecine pour faire passer le truc. Dans mon cas de figure, ce qui a bien marché, c'est les aiguilles. Comment ça s'appelle déjà Mario. Mario Sienimani, quoi. Ouais. L'acupuncture, ouais. Voilà. C'est l'acupuncture qui a marché après vraiment beaucoup de tests avec d'autres choses. C'est l'acupuncture qui a marché et qui m'a totalement enlevé au bout de quand même une certaine période de travail. Et donc ça m'a fait changer de pagaie une multitude de fois. Donc il y a eu un travail sur le matos parce qu'on fallait bien trouver la cause. Il y a eu un travail aussi sur la nourriture. L'hygiène de vie, voilà, parce que ça pouvait être lié aussi à ça, parce que justement changement de vie arrivant dans le sud, voilà, changement d'alimentation aussi, forcément un petit peu rythme de vie, enfin il y a plein de choses qui changent. La fameuse alimentation du sud. Ouais, je pense qu'elle était pas si différente, certainement un petit peu moins élaborée que chez papa maman, mais bon en tout cas. C'est la fameuse alimentation de l'étudiant alors. Ouais, de l'étudiant en plus. Donc voilà, je pense que voilà, il y a de ça, et puis il y a pas que ça, il y a un tout, je pense qu'il y a un peu de stress aussi d'arriver quelque part, donc ça te change un petit peu. Alors, on avait a priori pressenti que c'était lié à l'acidité un petit peu que j'avais dans le corps, et donc du coup qu'il fallait un peu travailler là-dessus. C'est le corps qui réagit à ton déménagement. Ouais, je pense qu'il y a de ça, hein. Je pense que clairement il y a de ça, hein. Donc voilà. Donc première saison un peu hachée. Pas de sélection en équipe de France. Pas de, ouais, non, pige à Pau sur le bassin naturel de Pau. Pas de sélection, donc je l'ai fait, mais c'est bon, voilà, sans trop de réussite. T'étais en senior, il y avait une catégorie moins de 23 ans avec des Europes déjà? Ouais, alors on est en ouais, mais du coup il y a pas de sélection. J'étais en moins de 23, mais du coup non, je passe à côté, je suis dans rien. Et puis voilà, je me souviens pas bien de l'été que je fais derrière en 2006, mais bon, vu que j'ai réussi c'est pendant cette fin de ce printemps-été que j'ai réussi à soigner mes blessures, et du coup derrière de repartir comme il faut. Donc tu fais peut-être une grosse tournée de l'Est en été sur les bassins. Ouais, j'arrive plus à me souvenir. Ouais. Je me souviens pas spécialement de cette année-là. Ce que je me souviens, c'est que derrière l'année qui a suivi, il y a eu un entraînement, qui s'est vraiment bien passé. En fait, le même type d'entraînement que la première année à Toulouse, sauf que là, c'était pas haché, c'était vraiment en permanence. Toujours la même belle dynamique et tout ça, vraiment une bonne dynamique à tout point de vue. Ambiance, confrontation, tout ça. Il y avait dans ton groupe, tu disais Boris et Samuel Erdins. Est-ce qu'il y avait aussi les leaders du moment? Donc ça devait être Benoît, Fabien. Non, ils étaient pas là. Ils étaient à Pau. Ils étaient à Pau, donc ça faisait un petit peu les Palois et les Toulousains. Les plus anciens donc étaient à Pau, et les jeunes, le groupe de jeunes qui venaient sur chaque compète titiller les grands, sauf sur les grandes compètes où les grands étaient forts. Et bien ça, voilà, c'était un peu ça, quoi. C'était un peu ça. Et donc du coup non, c'était que avec des Pierre Bourliot, Boris Neveu. Il y avait Johan Maviel, me semble-t-il. Il y a eu peut-être à un moment donné Mathieu Dauby qui était sur le départ. Pierre Deveau qui était peut-être sur le départ aussi. Après, dans d'autres catégories, en C2, il y avait Voyemont Trocnay. Voilà, Michael Guillon. Donc ouais. Après j'en oublie, mais voilà concrètement les noms. Après il y a eu des plus jeunes qui les années suivantes sont arrivés, mais toujours dans la même dynamique, quoi. Voilà. C'était vraiment, c'est quelque chose que j'ai pas retrouvé ensuite à Pau. Donc parce qu'après donc ça a tenu comme ça, bon avec le titre, donc forcément des changements de statut, mais finalement l'entraînement était quand même un peu le même à Toulouse, sauf que s'entraînant avec, parce que 2008 année olympique c'était une année de déplacement, quoi. C'était une année aller à Pékin plusieurs fois, aller en Australie,
enfin ça n'a pas arrêté quoi. Et puis ensuite donc j'étais en élite, donc je faisais des stages un peu partout. Puis ensuite j'ai accédé aux compétitions Coupe du Monde senior et puis sur les moins de 23 ans, les courses moins de 23 ans en 2008, parce que je passe à côté des sélections olympiques. Donc du coup j'ai un programme un peu moins bien mais quand même satisfaisant. Et donc du coup ça n'a pas arrêté. Toute l'année ça n'a pas arrêté. Et ça c'est hard. Ça c'est hard parce que en fait 2007 je l'ai construit sur un format comme je faisais avant, avec une réussite à la fin. Et là derrière tu changes complètement l'environnement avec t'es tout le temps en déplacement. Et c'est vrai que ça a été dur à gérer. Donc tu retrouves plus ce bon groupe, cet équilibre de vie que t'avais en 2007. Ouais voilà ouais. J'ai vachement en fait j'ai du mal à le bilan de tout ça et je l'ai fait assez vite. C'est que ce qui me convient bien moi, c'est pas d'être en stage sans arrêt. Je suis un petit peu casanier, j'ai besoin d'avoir mes petites routines. Même s'il faut aller naviguer, se déplacer, etc. Mais le rythme qui était celui, alors maintenant il est moins comme ça, hein, je crois, dans la compète en 2021, mais cette année-là, ouais, et puis même en 2009 et tout ça, on bougeait beaucoup, quoi. Non mais c'est vrai que moi j'ai vécu une expérience assez similaire à la tienne où après le titre mondial, l'année des Jeux, donc il devait être 2020, j'ai passé genre 5 semaines dans mon lieu de résidence principal et j'étais à Tokyo en stage, les étoiles du sport, les stages à Londres, en Australie, et en fait, ouais, effectivement, t'as très peu de stabilité d'entraînement. Hein. Voilà, ouais. Et mine de rien, les moments où tu te poses vraiment, où tu récupères en termes d'état d'esprit, physiquement, tout ça, c'est autre chose, mais vraiment où tu vas te ressourcer, il faut que ça te colle. Je pense que tout le monde est différent. En tout cas, en ce qui me concerne, j'avais besoin de plus de stabilité. Et c'est vrai que bon, j'ai eu du mal. J'ai un petit peu vécu ça de 2008 à 2011, je pense. Même si j'ai quand même fait beaucoup moins de stages qu'en 2008 parce que j'étais moins dans le groupe de tête. Et en fait, en 2012, après les sélections des JO de 2012, où je perfe pas, et donc du coup je sors un petit peu du circuit, là c'est là qu'il y a vraiment eu un gros travail personnel sur pourquoi je continuerais quoi. Là c'est bon quoi, j'ai fait des trucs sympas. C'est compliqué, tu sors de structure. Les sponsors, ça va peut-être être compliqué pour eux aussi de suivre alors qu'il y a peu de résultats. T'es en 2012, t'as 25 ans passés, tu peux aussi arrêter quoi. Et donc gros bilan, discussion avec plusieurs personnes de confiance à tout niveau et décision de repartir, mais après avoir vraiment déterminé ce qui était important, pourquoi je le faisais, etc. quoi. À ce moment-là, t'avais déjà déménagé à Pau ou ça suit cette réflexion? Ouais, c'est en 2010 que j'ai déménagé à Pau. Donc j'étais déjà à Pau depuis longtemps, avec un fonctionnement qui était du coup bien différent à Pau, hein, où structure élite. T'es en structure élite avec une navigation qui est qui est encadrée, mais où tu retrouves pas l'état d'esprit. C'est pas possible de prendre quelque chose et de le mettre ailleurs forcément. Donc qui est quelque chose de complètement différent, avec beaucoup moins d'émulation de groupe, avec aussi des générations différentes. Là, on était pour le coup avec Fabien Lefebvre qui était là. Boris était là aussi, je crois. Oui, il était là. Mais bon, il y avait moins de... Il était peut-être à Paris à l'INSEP sur 2011. Ouais, je sais plus, 2010-2011, je sais plus à quel moment il y est parti. Mais en tout cas, il y avait moins d'esprit festif, tout ça. Et après, moi-même, je faisais aussi des allers-retours sur Toulouse pour aller de temps en temps en cours à Toulouse.
Donc quand t'es moins là, donc c'était quand même moins efficace. Voilà, en 2013, je repars sur un nouveau projet, vraiment tourné sur, voilà, vraiment qu'est-ce que je veux faire, et puis du coup aussi avec zéro contrainte, quoi, parce que t'es hors structure, tu prends un pass annuel à Pau et puis tu navigues de la manière dont tu penses devoir le faire, mais si tu le décides pas, eh bien il y a personne qui va le décider pour toi, quoi. Donc et ça pour moi ça a eu vachement d'impact par rapport aux motivations profondes, tout ce qu'on veut, c'est aussi comme ça que j'ai besoin de travailler, et c'est la première fois que j'ai travaillé de cette manière-là, et le fait de porter les choses, d'être vraiment moteur du truc, de tenir le projet à portée de bras, finalement, ça m'a vraiment fait basculer dans un autre état d'esprit qui porte pas ses fruits en 2013 parce qu'il manquait 1 centimètre. Là, je me grille un truc à 50 mauvaise course. Sur la sélection, ouais. Je fais la meilleure sélection depuis des années avant, et je fais un mauvais passage de porte qui est bien jugé, très bien jugé, et qui du coup me fait sauter, quoi. Donc bon, c'est comme ça, mais en tout cas l'état d'esprit et la démarche étaient lancés, et donc du coup ça en a suivi derrière, parce qu'en 2014 je reproduis un peu le même genre de performance en me sélectionnant en équipe de France. Ça fait quand même depuis 2008 que je suis pas rentré en équipe de France senior. Donc voilà, et puis avec un joli projet 2014 à partir un petit peu à l'étranger, aux États-Unis, tout ça. Et là par contre avec retravailler à nouveau avec Vincent Redon, avec qui je travaillais plus depuis un peu plus d'1 an, et du coup le fait de devoir adapter mon format qui me plaisait bien maintenant, que j'avais construit seul dans un groupe, parce que t'es quand même dans un groupe, t'es en équipe de France, même si tu veux avoir ton petit truc, tu peux pas, t'es dans un groupe, il y a des contraintes de groupe, il y a un entraîneur à minima, même si tu veux pas, si t'as besoin de porter à bout de bras, techniquement, je peux pas faire ça comme ça, mais comme ça, et ben il est quand même là, et il faut travailler ensemble, ne serait-ce que de la logistique, de la vie quotidienne et tout ça. Enfin, il y a des choses donc il a fallu adapter tout ça, et ça joue, hein. Et ça a marché, mais en le construisant. Alors c'était avec Vincent Redon, avec qui on se connaissait très bien, donc du coup c'était facile et fluide d'échanger, parce que ce discours est quand même pas facile. La franchise que tu dois avoir avec ton entraîneur, elle doit être vraie, quoi. Parce que si tu l'es pas, il comprend pas, et parfois t'as des messages durs qui pas forcément durs, mais qui du coup peut être dur à entendre, quoi. Donc et je pense que Vincent s'en souvient et s'en souviendra longtemps. Il y a eu des moments pas faciles, ouais. Donc voilà, et aussi se reconstruire au sein d'un groupe. C'est là que je me suis aussi entraîné pas mal avec Mathieu Biasizo. On a appris à bien se connaître, à s'apprécier énormément, et du coup voilà, on a bien travaillé ensemble, alors qu'on était des profils très différents. La manière de percevoir plein de choses, ça était différent. Donc du coup il y avait un vrai travail de Vincent qui coachait aussi Mathieu pour faire là du coup on était vraiment sur de l'individualisation à mort, et à nous faire travailler, parce qu'on voulait tous les deux de la confrontation, mais par contre avec des façons de faire différentes. Donc un jeu de travail, je pense que c'était intéressant pour lui, et puis pour nous ça s'était très bien passé. Donc 2007-2014, deux fonctionnements totalement différents dans des lieux différents, avec déjà Vincent en 2007. Ouais, à partir du moment où j'étais en équipe de France senior. Donc les deux fois quand même avec Vincent, mais à chaque fois que sur la période de compétition. Et j'imagine. Ouais, bon après la période de compétition à partir des sélections, quoi. Chaque fois. Et j'imagine deux façons d'aborder la saison, et notamment les championnats du monde très différentes. Comment t'abordes les championnats du monde en 2007 quand t'es
En Tout jeune, 2007. c'est ta première, deuxième sélection? Première, du coup. Première sélection. Ouais. Championnat du monde, l'année pré-olympique. Il y a Fabien Lefebvre et Benoît Péchier. Bah, en fait, déjà, j'avais fait donc des coupes du monde avant cette même année, ça marchait pas très bien. Je faisais plein de touches, je manquais de régularité, quoi. Et puis j'ai fait aussi les pré-olympiques à Pékin. Qui était avant les championnats du monde. Qui était l'année avant, donc en 2007. Mais qui se couvrait avant les championnats du monde dans la saison. Tout à fait, ouais. Exactement, ouais. Donc du coup, j'ai fait quelques courses sans vraiment de résultats parce qu'il y avait j'avais tendance à être un peu tout feu tout flamme, quoi. Voilà. Et donc du coup pas assez de concrétisation, ou alors quand c'était des bonnes qualifs la demi j'éclatais, ou voilà, c'était un peu comme ça. Et puis au championnat du monde l'état d'esprit était là, on était zen, on était venu longtemps à l'avance, et puis et on a réussi à faire en sorte que je sois relativement zen, et en fait je pense qu'aussi le bassin convenait bien, et puis moi j'ai réussi à me poser sur ce bassin qui était quand même assez simple, qui me correspondait bien. D'ailleurs, c'est des poids légers qui ont fait des perfs. Il y avait pas tant que ça de dénivelé, pas tant que ça de grosses chutes, l'utilisation des rouleaux, pas tant que ça. Tu vois, c'était vraiment de la fluidité. Et du coup, c'était quand même pour des athlètes comme moi, c'était bien. D'ailleurs, le deuxième et le troisième, c'est Dorfler et Walsh. Tu vois, c'est un peu le même type de profil. Petit profil, effectivement. Ouais. Donc ça correspondait bien, et puis concrètement, ouais, la prépa avait été bonne, et puis l'état d'esprit était relativement bon, zen. Alors raconte ton discours des nouveaux à Iguassou. Alors c'est pas facile, hein, discours des nouveaux, premier championnat du monde, il faut trouver un truc marquant, hein, donc chacun y va de soi. Donc nous, ce qu'on avait fait, j'étais en chambre avec Pierre Bourliot, qui lui aussi, pour lui, c'était aussi une première sélection en équipe de France senior. Et en fait, c'est moi qui ai écrit son discours, et puis lui a écrit le mien. Alors je me souviens pas trop de celui que j'ai dû lire, bien que je dois l'avoir quelque part. Mais par contre le discours qui conclut le discours de Pierre, c'était qu'il disait qu'il était quand même super content d'être en chambre avec le futur champion du monde. Alors bon, voilà, c'était rigolo, très rigolo quand tout le monde l'a entendu avant les courses. De la bouche de Pierre. De la bouche de Pierre. Et puis c'est sûr qu'après ça fait encore plus rigoler quand c'est ce qui se produit à la fin. C'est excellent. Ouais. Donc voilà, 2007, truc de fou. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe après les mondiaux? Retour à la maison, gros accueil, tout change, j'imagine. Ouais, c'est vrai que c'est un peu la fête. Être champion du monde, une année pré-olympique, tu sais ce que c'est. C'est quand même. En fait, tout le monde nourrit énormément d'espoir autour de toi. Du coup, on se dit, voilà, c'est les champions du monde l'année prochaine, il va au jeu. Et puis là, en étant champion, en plus, il va être énorme. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de joie d'abord parce que t'as gagné la médaille, et beaucoup d'espoir parce que tu te dis, non mais c'est ligne droite, quoi. Donc tout le monde est très content. Voilà, donc effectivement, il y a eu différents moments festifs, juste que ça soit au niveau du club, à la maison, voilà, il y a eu plein d'étapes au niveau aussi des instances publiques, des partenaires. Il y a eu pas mal de moments de convivialité, parce que c'était top, quoi. Génial. Ouais, et puis c'est quelque chose, enfin après moi c'est sur autre chose, mais on pense souvent au jeu, quoi, parce que c'est le truc dans notre sport qui sort du milieu fédéral, où on est avec tous les autres sports, c'est un peu le Graal, mais quand même les championnats du monde, les championnats d'Europe, les coupes du monde, c'est quand même des trucs, c'est quand même extra, quoi. Et je trouve qu'il faut on a la chance d'en avoir tous les ans, il faut profiter et valoriser ces échéances pour ce qu'elles sont, parce que c'est quand même des échéances internationales,
marquantes quoi. Et c'est sûr les jeux, mais les jeux c'est quand même particulier. Et puis au-delà de la compète en elle-même, il y a qu'une seule personne par pays qui y va et un paquet qui sont sur le carreau, c'est que tous les 4 ans. Je trouve ça compliqué de construire un entraînement quotidien, une démarche entraînement sur la sélection d'un jour, même si c'est important, il faut avoir des objectifs. Mais pour moi, ça a toujours été les jeux, l'épreuve d'une année. D'autres personnes s'entraînent de manière différente, mais s'entraînent de manière différente. Moi, j'aimais bien l'idée de me dire que cette année, il y a un championnat du monde. L'année prochaine, il y a un championnat du monde, il y a des coupes du monde, il y a des choses. Et en 2016, c'est comme ça que c'est produit en 2016. On est en 2016. L'objectif, c'est d'aller au jeu. On va y revenir plus tard sur 2016, mais du coup, est-ce que quand tu étais jeune, tu t'imaginais grand champion, qu'est-ce que de quoi tu rêvais? Est-ce que tu rêvais du coup spécifiquement des jeux, ou est-ce que ce qui t'intéressait en fait c'était d'être le meilleur, peu importe la course entre guillemets? Est-ce qui t'intéressait la course de référence, est-ce que les jeux ça a été finalement un objectif un peu imposé d'en haut, ou... En fait, j'ai pas souvenir d'avoir rêvé de devenir champion, grand champion quoi. J'ai pas ce souvenir là. J'ai souvenir, je me souviens pas avoir eu des rêves comme ceux-là en fait, tout petit. Par contre, je sais que ce qui m'a toujours animé, c'est de faire des bonnes courses et d'être devant quoi. Et ça en tout temps. Donc non, ouais, ça m'a pas, c'est pas un rêve d'enfant. Ouais. 2014, c'est complètement différent. C'est 7 ans après ton titre mondial, ça a été un peu la galère entre temps. Tu l'abordes, est-ce que paradoxalement tu l'abordes pas un peu de la même manière finalement qu'en 2007? Non, en fait 2014, j'aurais voulu que 2007 ça soit 2014. Parce que en fait ce que je regrette c'est que en fait idéalement ce que j'aurais voulu c'est faire une construction progressive, m'entraîner, clac, commencer à faire des premiers résultats comme j'ai pu le faire en France, premiers résultats significatifs, consolidés, et puis un jour J, paf, bon là ça paye quoi, sur une échéance majeure. J'ai fait l'inverse. C'était plutôt assez instable, mais avec des belles perfs, mais assez instable au niveau international en 2007, et paf, tu gagnes le truc de fou. Et en 2014, j'ai perfé en Coupe du Monde, donc avec plusieurs finales, et puis certains podiums. Et puis ensuite, j'arrive au championnat du monde, et là, boum, je bétonne, et ça fait une bonne course. Ça fait deuxième. Donc je trouve que c'est une très bonne saison 2014. Et c'est comme ça que idéalement, j'aurais souhaité commencer enfin, je trouve que c'est comme ça que c'est le mieux de commencer pour la suite. Parce qu'après, derrière, en fait, t'es en confiance, en fait. T'as une base solide sur laquelle construire. Exactement, ouais. T'as une base solide. Alors, elle peut être construite de manière différente, mais en tout cas, en 2007, j'avais pas une base solide, mais j'ai perfé. J'ai perfé parce que j'étais bon, mais on est plusieurs à être très bons en France, à l'international. Et j'ai perfé, j'étais quand même solide, c'était l'addition des 2 manches. Et donc j'ai été solide, mais y a rien à dire là-dessus, mais c'est juste que c'est en pic et du coup la base elle est pas complètement solide, alors qu'en 2014 quand vraiment je viens sur mon truc avec un nouvel état d'esprit, c'est solide. Et après, même si ça va pas sur des perfs aussi intéressantes en 2015, 2016, il y a quand même cette solidité. 2015, je fais 8e au championnat du monde à Londres. 2016, je fais 8e au jeu. Je pense que j'étais moins bon que les autres. Parce que, voilà, j'étais moins bon, je pense que je bossais aussi à côté, même si c'est ce que je voulais, je tirais un peu d'énergie dessus, et c'est ce qui fait que j'étais pas assez bon pour aller chercher les plus hautes marches. Mais par contre, c'était solide. C'était construit et c'était solide. Et ça, c'est une fierté, en fait, d'avoir pu ensuite aller là-dessus. Et je pense que c'est important pour les athlètes d'essayer enfin, je pense que c'est l'objectif de tous, d'essayer de construire une base solide et puis ensuite je me souviens d'un discours d'un psy, justement aux étoiles,
qui disait que l'entraînement c'est l'élévation du niveau moyen. Le but c'est d'élever son niveau moyen. Et puis parfois sur une compète, on est en veine quoi, et hop on fait une super perf. Et ça on sait pas forcément le gérer, d'être excellent. Par contre, d'avoir un niveau moyen extrêmement bon, t'améliores, et du coup même si t'es dans une journée moyenne ou juste normale, tu gagnes quand même parce que ton niveau moyen est haut. Tu vois ce que je veux dire? Et ça c'est un peu l'état d'esprit que j'ai eu ensuite. Voilà, ça a vraiment résonné en moi et j'ai essayé de le mettre en application. Et l'image que j'avais qui produisait, qui montrait bien ce type de discours, c'était Causeur qui à cette époque-là, parce que ça c'était en 2011-2012 qu'on m'avait dit ça, et le type il était tout le temps bon, même parfois quand il était pas terrible, et il était quand même super rapide. Et je trouvais ça, voilà. Et derrière ça m'a guidé, solidité, et puis c'est ce qui m'a permis de construire des choses et puis de me sélectionner au jeu quand même, parce que en 2016 les sélections c'était quand même quelque chose quoi, où justement fallait être solide, fallait savoir ce qu'on voulait. Ça c'était de l'état d'esprit, c'est-à-dire que comme je te disais tout à l'heure, en début d'année l'objectif c'était les jeux, et ce que m'a toujours dit Jean-Yves Prigent, c'est qu'il faut aller au jeu pour pouvoir vouloir aller au jeu. Et donc effectivement en 2012 je suis allé voir les jeux à Londres. C'est vrai que ça m'a pas mal servi en 2016 pour faire un travail de motivation en fait en début de saison, pour décortiquer ce qui me donnerait envie d'aller au jeu, parce que je trouve que ça fait un peu usine les jeux. Et du coup parce que c'était quand même l'objectif de la saison, j'ai dû décortiquer pour trouver des choses qui allaient m'attirer et puis ensuite qui allaient me motiver quoi, pour ensuite aller chercher les ressources qu'il fallait pour être devant les autres quoi. Et ce travail là de 2016 de motivation, je pense que c'est comme ça en anglais en plus, je crois qu'ils travaillent vachement là-dessus les anglophones. Ça a été un travail, c'était une première, et ça a été un travail indispensable, et qui a vraiment construit en tout cas du moins la sélection quoi. La sélection où là j'étais déterminé à aller. Le résultat, souvent on dit non mais le résultat faut le mettre de côté quand t'es dans ta perf. Oui, mais par contre dès que j'étais en dehors de mon bateau, il y avait cet objectif quoi, et il était vraiment là, et c'est ce qui m'amenait à l'eau et tout ça, et ensuite j'étais concentré dans ce que j'avais à faire et tout ça, mais c'était vraiment un aimant quoi. Et voilà, et après c'était beaucoup de détermination, et puis la base solide a permis d'être dans de bonnes dispositions pour aller chercher des très belles courses de sélection quoi, en 2016 quoi. Ouais, on s'en souvient, le dernier jour. D'ailleurs, tu savais le chrono de Boris avant de partir sur la dernière course de sélection olympique, et tu finis 6 centièmes devant, si je me souviens bien. Alors, est-ce que c'est un hasard que ça soit aussi proche, ou est-ce que finalement tu t'es conditionné pour faire juste au-dessus de ce chrono Non, alors je me souviens pas de tous les détails. Je me souviens déjà que tous les jours c'était quand même c'était œil pour œil, dent pour dent quand même. Hein. Le premier jour, je crois qu'il gagne. Moi j'étais premier en demi-finale et il gagne en finale. Donc après en fait il fallait tout le temps gagner. Donc le deuxième jour je gagne la demi et je gagne la finale. Et le troisième jour, je crois que je fais 5 en demi et je gagne la finale. Et concrètement, oui, je savais que Boris, le connaissant, c'est le type qui répond au rendez-vous quoi. Et donc du coup, effectivement, les chronos, tu les entends et tu sais si c'est un chrono accessible ou pas quoi. Et je me souviens juste que je me souviens pas si cette fois-là, mais que les chronos étaient accessibles, qu'il fallait y aller, qu'il fallait tout donner, mais que c'était pas, il avait pas tapé 3 secondes ou 4 secondes de moins que tout le monde. C'était un chrono qui était accessible. Et donc je suis parti couteau entre les dents, mais en pleine maîtrise de ce que je faisais, avec
l'énergie qu'il fallait, tu vois, qui porte en plus pour y aller, quoi. Voilà. Est-ce que ça a pas été un peu aussi ton objectif de la saison, de te sélectionner au jeu, et derrière la transition euh, vers les jeux en eux-mêmes? En fait, c'est très difficile de se projeter sur les jeux quand tu sais qu'il y a une sélection terrible à passer avec une seule place. Est-ce que tu te projetais déjà sur les jeux avant la sélection, ou est-ce que tu te projetais que sur la sélection en te disant si je me sélectionne, j'ai 4 mois pour... Non, plutôt comme tu dis, effectivement, tu te projettes d'abord sur les sélections et puis ensuite, assez vite, tu construis la suite. Et ça va très très vite en fait. Ça va très très vite derrière parce que D'ailleurs, c'est ce qui a été reproché, c'est que ça allait trop vite et que du coup, il valait mieux faire des sélections par anticipation pour avoir plus de temps de préparation. Et donc ça va très très vite, il y a vite des coupes du monde, tu as du mal à créer des vraies périodes de retravail tranquille, etc. Tout va très vite. Plus de ça, moi je bossais à côté, c'est vrai que j'avais besoin de travailler pour l'état d'esprit et puis aussi parce que c'était mon job. Donc du coup c'est vrai que c'était pas forcément évident, mais après je pense que la préparation et tout ça, l'état de forme était bon. Il manquait un petit peu de fond, un peu de période d'entraînement à bachoter à la maison. Il aurait manqué ça. Et après ce qui est vraiment dur au jeu, c'est que c'est un format très particulier, quoi. T'es dans un village. Alors déjà, bon, t'es à Rio, dans un endroit quand même un peu inquiétant. Tu fais pas ce que tu veux. Enfin, tu vas dans un pays. Tu vois, en fait, ça dépend où sont les jeux. Tu fais les jeux demain à Paris. Il y a de grandes chances que ça soit ultra sécuritaire, un petit peu contraint, etc. Mais bon, c'est comme ça reste Paris. C'est pas non plus un pays, une ville extrêmement dangereuse. Tu vas à Rio, t'as des militaires partout avec des pistolets. Le deuxième jour où on arrive en stage, une fois, il y a des Russes qui sont témoins d'un braquage juste devant. Enfin, il y a un climat particulier. T'es bloqué un peu tout le temps dans ta chambre d'hôtel. Enfin, c'est pas super sympa, quoi. Donc, tu passes pas du bon temps, quoi. Pourtant, tu passes du temps là-bas. Donc, tu vois, c'est dur de créer, de se familiariser avec les lieux, quoi. Tu vois, quand tu vas en 2022, il y a un championnat du monde à Augsbourg. Et Augsbourg, tu vas depuis que t'es gamin. Donc tu vas acheter tes bretzels à tel endroit, tu vas à vélo de ton héberge habituel à tel endroit, tu vas faire ton petit sofa, la bière t'aimes bien au centre-ville à tel endroit. T'as tes points de chute qui créent, t'as réussi à créer des choses qui font que tu te sens bien à cet endroit. Et ça, t'as réussi à le créer au Brésil et aux États-Unis pour sur les championnats. On a réussi à créer des choses, ouais. Plus ou moins formelles. Et puis, donc il y a ça qu'on a moins facilement créé, bien moins facilement à Rio. Et après, il y a un groupe qui est tout petit. Ouais. Et ça, c'est pareil, il faut l'aborder. Je pense que c'est pas évident. Je vais pas dire que ma solution était bonne ou pas bonne, mais en tout cas, c'est pas facile de le gérer. Et t'as beau faire ce que tu veux, c'est quand même compliqué de tout maîtriser, quoi. Et donc moi, je dirais que j'ai trouvé ça particulier. Et puis ensuite, donc aussi bien aux entraînements, enfin aux stages préalables qu'on a pu faire. On a essayé de trouver parfois des gîtes ou des choses un peu plus sympas que l'hôtel plus ou moins obligatoire. Et puis après, pendant les JO, c'est encore différent. Parce que là, t'es dans un format où c'est comme si t'étais à l'internat, mais grandeur maxi plus, quoi. T'es au village olympique, dans des buildings où tu vois, alors d'un côté, le côté un peu excitant, tu vois tout plein d'athlètes que tu vois à la télé. Et d'un autre côté, c'est très scolaire, quoi. Voilà. Tu prends le bus pour aller à l'entraînement à telle heure, si tu le loupes, c'est celui d'après. Tu manges au self. Tu manges au self, voilà. Ou au McDo. Non, au self, c'est vrai que t'as tout ce qu'il faut, mais c'est quand même particulier. En fait, c'est pas que c'est pas bien. Au contraire, il y a des aspects mais c'est juste que c'est totalement différent. C'est vrai que souvent t'as certains athlètes qui disent la deuxième fois que tu vas au jeu, c'est pas pareil que la première parce que tu connais déjà un petit peu le format. Et c'est vrai. C'est vrai parce que moi, tu vois, c'est les trucs que j'ai trouvé, voilà,
fallait s'adapter quoi. Et c'est vrai que t'aimerais pouvoir avoir une caméra ou une caméra embarquée de comment ça va être, tu vois, 5 mois avant, comme ça, tu vois, tu t'y mets un petit peu quoi. Je trouvais que ça manquait de préparation peut-être pour essayer de mieux assimiler, mieux se sentir bien à la maison. Peut-être que j'aurais amené des choses avec moi que j'ai pas amené, tu vois, pour essayer de me sentir un petit peu, peut-être un petit peu mieux. Et puis voilà. Après, c'est quand même une expérience de fou. Mais c'est un format spécial, ouais. Cool. J'ai encore plein de questions à te poser, mais on va manquer de temps, je crains. Juste pour finir, 2016, Jeux Olympiques, belle finale. 2017, championnat du monde à la maison. 2018, fin de carrière. Raconte un peu à quel moment tu bascules, qu'est-ce qui te fait basculer de voilà tout ce projet qui t'a porté pendant 20 ans quoi, à la suite, ce travail que tu avais déjà à l'agglo. Alors en fait déjà j'ai toujours j'ai toujours eu besoin d'avoir plusieurs activités, donc faire le sport, mais aussi être investi de projets professionnels. Et donc du coup c'est pour ça que j'ai commencé assez tôt à bosser et à faire les deux en même temps. Alors c'était aménagé, hein, j'en ai pas parlé, mais il y avait quand même des contrats spécifiques pour me permettre de bien lier les deux. Mais du coup ça c'est un paramètre super important quand même, la reconversion du sportif, parce que quand tu commences à avoir 28, 29 ans, 30 ans, l'après ça te questionne quand même assez souvent, même sans parler de famille, juste de toi perso, qu'est-ce que tu vas faire après quoi, de quoi tu vas vivre, etc. quoi, et qu'est-ce qui va te motiver. Ta vie elle est loin d'être terminée, bien au contraire. Donc moi là-dessus j'avais quand même bien préparé le truc, et c'est ce qui m'a aussi permis de m'épanouir à partir de 2014 et tout, parce que j'avais un peu de visibilité et vraiment je m'éclatais dans ce que je faisais. Donc du coup le projet était quand même assez clair. En fait j'avais un projet professionnel 2015, 2016, 2017, savoir organiser je travaillais à l'agglo, mais au niveau kayak on organisait une coupe du monde en 2015, une autre en 2016 et un championnat du monde en 2017. Il y avait une histoire, et puis d'un point de vue sportif c'était aussi ce que je me suis dit. Je voulais me sélectionner pour 2017 pour faire un championnat du monde à la maison. Comme je te l'ai dit, les jeux c'est bien, mais un championnat du monde à la maison, c'est génial quoi. C'est un truc, une course à la maison c'est top, et un championnat du monde c'est juste fabuleux quoi. Donc alors sur d'autres dimensions, les jeux c'est fabuleux aussi, mais sur justement des paramètres que tu ne retrouves pas au jeu, tu les retrouves sur un championnat du monde. Et les jeux à la maison, ça donne pas envie de. Alors les jeux à la maison, je pense que c'est vrai que c'est la folie, ouais. Ça va être de la folie. Donc du coup c'était vraiment un objectif que j'ai mené à fond, hein. Donc même si bon c'était quand même assez rude de lier les deux, le boulot et le boulot et le kayak. Et après donc les championnats du monde se font, je pense que j'étais moins bon que les autres, donc je me sélectionne quand même, et c'était dur, c'était vraiment dur, j'ai dû aller puiser. J'ai eu du mal après les jeux de me remettre à l'entraînement, etc. J'avais toujours envie, mais c'était quand même plus rude. Et les sélections, voilà, ça s'est vraiment joué sur la dernière course, la dernière manche, où j'ai dû tout donner. Et effectivement, au bout du mur, j'ai fait une super perf qui m'a permis de réaccéder à l'équipe de France. Derrière, je fais une saison correcte, internationale, et j'arrive au championnat du monde, en 2017, un peu fatigué, mais quand même dans le coup. On fait deuxième par équipe. On a fait deuxième aux Europes par équipe à Tassel aussi, et en individuel, la course passe de manière un peu compliquée. C'est pas évident parce qu'il faut savoir que j'organisais, donc j'avais quand même des missions, et je courais. Donc c'était aussi quelque chose que j'avais préparé les années précédentes, tout ça, pour être en mesure de réussir à le faire en 2017, ce qui a été fait. Et donc voilà, en demi-finale, je termine, je me souviens plus du résultat, 18 ou 21.
En gros, il manque pas grand-chose pour que ça passe en finale. Mais bon, j'étais pas assez bon ce jour-là. Et donc bon, voilà. Pas vraiment déçu en fait, parce que vraiment le sentiment d'avoir fait une bonne d'avoir bien donné tout ce qu'il fallait au niveau bateau, et puis d'avoir livré un super truc au niveau professionnel. Donc c'était quand même en partie, et je reviens quand même avec une médaille par équipe, donc voilà, c'était quand même bien. Et à la fin de saison, j'avais toujours envie de faire de la compétition. Pour moi, c'est important, ce côté, j'ai envie de faire de la compète. Et donc du coup, c'était dommage de s'arrêter, quoi. Voilà. Donc j'ai refait une saison 2018, au cours de laquelle ma femme a donné naissance à notre premier garçon, enfin notre petit garçon, qui s'appelle Gabriel. Et alors là, donc il arrivait en janvier, et là ça change la vie un peu. Ça change la vie, ça change le rythme de vie d'abord. Qui est plus tout le même, et même si on peut faire tout ce qu'on veut, ça change quand même le rythme, et c'est vrai que ça simplifie pas les choses par rapport à l'entraînement. Et puis au-delà du rythme, ça change aussi les priorités, et me concernant, ça m'a vraiment donné envie de passer du temps avec lui, et du coup le sport de haut niveau est devenu tout de suite pas une lourdeur, mais ultra difficile, quoi. Toute ma carrière, le sport de haut niveau, c'était quand même voilà, ce qu'on peut appeler parfois des sacrifices et tout ça, ça n'en a jamais été. Ou alors quand c'était une difficulté, j'essayais de faire en sorte de trouver, comme pour les JO, les trucs qui allaient faire que j'allais être intéressé, trouver les solutions pour me motiver. Et autant là je me suis rendu compte, mais en fait, sport de haut niveau, c'est trop dur en fait, quoi. C'est trop dur, je suis plus fait pour, je peux plus, quoi. Il est temps de passer à autre chose. J'ai envie de passer du temps en famille, j'ai envie de pas louper ces instants-là. Et puis je dois avouer que c'était en plus en plein hiver, donc voilà, Gabriel au début il dormait pas bien. Donc c'est vrai qu'il y a un paquet de choses qui font que c'est dur. Donc les sélections se passent, je suis pas forcément là au rendez-vous, j'étais pas spécialement bien prêt. Et puis là assez vite je me suis donc rendu compte que j'ai fini l'année, les quelques courses qu'il y avait, mais que voilà, le sport de haut niveau c'était une page qui se tournait. Et puis du coup j'ai décidé d'arrêter complètement la compétition, parce que je suis quand même un compétiteur né, et il me faut du temps avant que je me réaligne sur une compète de kayak. Donc peut-être que dans quelques années je reviendrai faire de la compète en vétéran ou quoi, mais pour attention, Boris il est vétéran maintenant. Ouais, voilà. Qui tiennent un carreau. Voilà, j'ai changé de club aussi cette même année, à la fin de cette année-là. Où j'ai quitté le club de Lannion, où j'étais depuis le départ. Je me suis inscrit au club de Bagnères de Bigorre, donc le club de Boris Neveu en plus. Je suis un gros adversaire. Voilà, et où je fais du bateau de rivière, et je pratique toujours le slalom, mais pas en compète, et puis je fais du bateau de rivière avec des bivouacs, avec plein de trucs super sympas en famille. Super. Et écoute, merci beaucoup Seb, c'était un vrai plaisir. J'espère que les auditeurs auront pris du plaisir aussi. Et puis je te souhaite une bonne continuation dans ta vie professionnelle et familiale. Merci beaucoup, bon courage à toi. Merci. Voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère que ça vous a plu, et je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode.